Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être quoi? Eh bien, c'est travailler de l'étranger, quelles sont les conséquences fiscales? Alors, j'ai été un petit peu plus large que les conséquences fiscales pour essayer de vous donner un aperçu global des questions, en tout cas, à se poser quand un travailleur exerce une mission depuis l'étranger ou exerce sa fonction depuis l'étranger. Bien sûr, en 15 minutes, ce ne sera pas possible de voir toutes les conséquences et d'aller dans le détail de toutes les situations qui peuvent se présenter, mais au moins vous aurez les premiers éléments qui vous permettent de réfléchir. Alors, j'aborde plus particulièrement la question du travail de l'étranger sous le point de vue du télétravail, puisque c'est quelque chose qui finalement a fait couler beaucoup d'encre depuis le Covid. Maintenant, ça fait quelques années que c'est derrière nous, mais le monde du travail a changé et les travailleurs n'hésitent pas à aller travailler dans leur lieu de vacances ou rester une semaine de plus sur leur lieu de vacances tout en travaillant, ou il y en a d'autres qui ont une seconde résidence. Donc, il est important de faire la différence entre un travailleur qui va faire du télétravail occasionnel ou régulier depuis l'étranger, donc il va le faire depuis une seconde résidence, et il va le faire, ou un lieu de villégiature quelconque, et il va le faire pendant une période courte ou une plus longue période. C'est bien à différencier d'un travailleur qui va faire du télétravail complet et unique depuis l'étranger, et donc là où vous allez par exemple engager un travailleur espagnol ou quelqu'un, même un Belge, hein, qui réside et travaille depuis l'Espagne, mais qui ne vient jamais en Belgique, et on assimile plus ces travailleurs à ce qu'on appelle les digital nomades, et ça, on n'aborde pas nécessairement le digital nomade ou de manière transversale, on va plutôt parler de ce qui nous occupe tous aujourd'hui, c'est un travailleur qui télétravaille de manière occasionnelle ou régulière depuis l'étranger. Et on va voir quand même que vous pourrez faire des parallèles entre le télétravailleur et le digital nomade. Alors, il y a un petit point de vue qui est intéressant à soulever, c'est le point de vue de l'ONSS. En juillet 2023, donc c'est tout récent, l'ONSS a conclu un accord, enfin la Belgique plutôt, a fait partie d'un accord cadre au niveau de l'Union européenne qui finalement s'est emparé de la question qui se pose depuis le Covid, qui est la question du télétravail transfrontalier. Vous avez peut-être, en tout cas nous on en a au niveau de l'Égal PME, des travailleurs qui décident de travailler une partie de leur temps en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, parce qu'ils ont une partie de leur famille qui s'y trouve et ils souhaitent faire des week-ends prolongés en pouvant rester près de leur famille tout en travaillant à distance. Et donc cet accord cadre vise donc les situations de télétravail transfrontalier, et permet d'aller jusqu'à 49% du temps de travail en télétravail. À partir du moment où on dépasse la moitié du temps de travail en télétravail, on rentre dans d'autres règles. Pour un travailleur qui va avoir maximum 49% de son temps de travail en télétravail, s'il est plus de 25% de son temps de travail en Belgique pour un employeur belge, il va rester assujetti à la sécurité sociale belge. Donc tous les mots sont importants. C'est vraiment 25% du temps de travail en Belgique. Pour un employeur belge, on va lui appliquer la sécurité sociale belge. S'il se retrouve à travailler de Belgique pour un employeur français, différente, et il va se retrouver finalement dans l'inverse de cet accord cadre, il pourrait se retrouver se voir appliquer la législation sociale française. Préalable important, c'est que l'application de cet accord cadre au niveau de l'ONSS nécessite un accord employeur-travailleur. Il faut que les deux parties soient d'accord. Il ne faut pas que le travailleur arrive en disant « Ah ben moi, à partir de maintenant, je travaille 2 jours en télétravail depuis la France et ce sera comme ça ». Non, il faut vraiment que l'employeur marque son accord, et on verra que c'est important un peu plus loin au niveau pratique. L'employeur doit toujours savoir où se trouve le travailleur pour pouvoir appliquer les bonnes règles. Donc concrètement, en Belgique, au niveau de l'ONSS, on va viser les Belges qui travaillent depuis l'étranger pour un entrepreneur belge. On va éventuellement avoir les Français travaillant de France aussi pour une entreprise belge, et ça peut fonctionner dans tous les autres pays de l'Union européenne. On a de plus en plus de travailleurs qui travaillent par exemple de l'Espagne ou de l'Italie parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a du soleil, et c'est très gai de pouvoir travailler dans un environnement un peu moins gris que chez nous. Ça, c'est pour le point de vue de l'ONSS, donc gardez bien en tête, si plus de 25% de son temps de travail en Belgique pour un employeur belge, on conserve la sécurité sociale belge. Attention qu'on parle bien de télétravail. Alors au niveau du fisc, les règles sont un petit peu plus complexes. Là, on rentre dans des règles de chiffres. De manière générale, le travailleur va être imposé dans son état de résidence. Donc ça veut dire que je suis belge, je travaille de Belgique, je réside en Belgique, je suis imposé en Belgique.
Je pars en France, qu'est-ce qui va se passer? Si je passe plus de 183 jours en France, je peux me retrouver imposé en France. Ça veut dire que la France peut m'imposer sur mes revenus mondiaux. Et donc, elle va regarder en Belgique si j'ai été imposée ou pas et est-ce que j'ai eu des revenus ou pas. Donc, la règle, c'est bien 183 jours dans un pays. On se retrouve à, je vois déjà que j'ai une question, je la prendrai après si vous voulez bien. Donc, on va se retrouver imposé dans le pays dans lequel on est si on y passe plus de 183 jours. Attention qu'il ne faut pas d'établissement de l'employeur dans un autre pays. Donc, vous travaillez pour une entreprise qui a des établissements en France, qui a des établissements en Allemagne, qui a des établissements en Belgique. Là, habituellement, vous travaillez pour l'établissement belge, mais vous allez aller vous allez aller travailler en Allemagne pour l'établissement allemand de cette société belge. Eh bien, vous allez retrouver, alors à ce moment-là, la règle des 183 jours n'est pas applicable. Vous allez vous retrouver directement soumis à l'impôt en Allemagne. Ça peut éventuellement apparaître dans le cas du détachement. Donc, attention, gardez en tête un peu, je suis imposé dans l'état de résidence, sauf si je passe plus de 183 jours dans un autre pays, et sauf exception, parce qu'à toute règle, il y a toujours des exceptions. De manière générale, vous ne serez jamais imposé 2 fois sur les mêmes revenus. Donc un travailleur ne sera jamais imposé 2 fois sur les mêmes revenus, pour autant qu'on ait bien une convention entre les pays qui prévoit qu'il n'y a pas de double imposition. Il y a, avec tous les pays de l'Union européenne, c'est facile, il y a toutes ces conventions préventives de double imposition. Si on sort de l'Union européenne, il va falloir voir pays par pays s'il y a une convention qui est signée. Par exemple, on a des travailleurs qui partent au Mexique, et bien dans un cas comme ça, il n'y a pas de convention préventive de double imposition. Si un travailleur passe plus de 183 jours au Mexique, il va se retrouver imposé sur tous ses revenus mondiaux au Mexique, en plus d'être imposé éventuellement sur ses revenus belges en Belgique. Et donc, il faut bien être vigilant. Je reviens un petit peu sur cette règle de 183 jours. Si vous êtes plus de 183 jours dans un autre pays, je prends l'exemple de la France, vous allez être imposé sur tous vos revenus en France, mais la Belgique ne va pas vous imposer sur vos revenus que vous avez gagnés en Belgique avant. Donc, tous vos revenus passent dans le système français dans mon exemple. Et donc, les impôts que vous avez éventuellement payés avant de partir en Belgique vont être déduits des impôts que vous allez payer en France. Et il y a des accords entre États pour renvoyer l'argent dans le bon État. Donc ça, c'est vraiment le point de vue fiscal du travail à l'étranger. Ça vaut non seulement pour quelqu'un qui y réside, mais ça vaut aussi pour quelqu'un qui fait du télétravail. Et c'est à distinguer de l'ONSS. Le fisc et l'ONSS n'ont malheureusement pas les mêmes règles et il faut bien regarder dans les deux cas les conditions. Mon PowerPoint ne veut pas changer. Voilà. Alors, il y a un risque qui est un risque réel, qui s'est posé récemment dans toute une série d'entreprises, c'est que l'employeur ne sait pas forcément où le travailleur se retrouve. Parce qu'ils ont une grande partie du temps en télétravail, ils reviennent quand ils ont des réunions, etc. Et donc, on se retrouve parfois dans des situations où l'employeur étant relativement confiant, il ne sait pas où le travailleur est, mais le risque de ne pas savoir où le travailleur se trouve, c'est qu'on peut se trouver dans le pays dans lequel le travailleur est allé travailler. En plus, on peut se retrouver à devoir appliquer la sécurité sociale pour le travailleur du pays dans lequel il est. Alors ça, on peut dire, c'est pas encore trop grave, finalement, c'est les conséquences pour le travailleur, il a manqué d'informer son employeur. Oui, ça, je peux l'entendre. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est que certains pays imposent à un employeur de faire des démarches pour dire qu'il a un travailleur dans le pays en question. C'est le cas notamment de l'Italie. L'Italie, par exemple, elle impose que quand le travailleur est plus d'un certain nombre de jours en Italie, eh bien, l'employeur doit réaliser des formalités qui est une sorte d'inscription à la banque Carrefour et à la sécurité sociale italienne. Même si ça n'a pas de conséquences pour lui, il va devoir faire cette démarche de dire attention, j'ai un travailleur qui se trouve sur le sol italien. Donc, c'est des éléments qui doivent être vérifiés pays par pays. Donc, dans vos conventions de télétravail, si vous en avez, vérifiez bien que soit vous avez les lieux où le travailleur travaille, soit vous avez l'obligation d'information du travailleur vers l'employeur s'il va télétravailler à un endroit qui n'est pas prévu dans la convention. Alors, en pratique, quelques petites astuces pour être sûr que tout se passe bien. Premièrement, assurez-vous de savoir vraiment où est votre travailleur. Donc,
il ne faut pas oublier que dans le cadre d'un contrat de travail, le travailleur a des obligations de suivi auprès de son employeur, c'est fondamental. Deuxième question, c'est se poser la question de si le travailleur exerce depuis l'étranger, est-ce qu'il y est pour des raisons personnelles ou des raisons professionnelles? Ça veut dire que si c'est pour des raisons personnelles, vous avez toujours la possibilité de dire non, je ne veux pas que tu travailles depuis l'étranger, tu reviens. Si c'est pour des raisons professionnelles, c'est tout différent. Par exemple, un travailleur qui va à un salon ou une foire et qui reste encore quelques jours en télétravail parce qu'il a des rendez-vous, des rencontres, etc. Ça a du sens. La troisième question à se poser dans le « où est le travailleur », c'est est-ce que ce travailleur est parti dans le cadre d'un détachement, c'est-à-dire que le travailleur va travailler pour une succursale éventuelle de l'entreprise qui se trouve dans un autre pays? Est-ce qu'il y va pour du télétravail ou est-ce qu'il y va parce qu'il a envie de faire du tourisme et qu'en même temps il se dit qu'il va travailler un peu de là? Donc, c'est des questions qu'il faut vous poser quand un travailleur travaille depuis l'étranger. Deuxième question, deuxième série de questions, c'est en matière de durée. Si c'est moins de 183 jours, en matière fiscale, en principe, pas de souci. Vous avez quand même vu que si on est plus de 25% dans un pays, donc il y a un double pourcentage, 25 et 49, ça peut avoir des conséquences en matière sociale. Donc, la solution, c'est de faire revenir régulièrement le travailleur euh, pour éventuellement éviter qu'il ne bascule sur une sécurité sociale qui serait celle d'un autre État. Je rappelle toujours, et ça c'est un des credos en tant qu'employeur, il faut toujours cadrer. Même si on a envie de donner de la liberté aux travailleurs parce qu'on fonctionne dans la confiance, c'est important d'avoir les conventions de télétravail. Encore aujourd'hui, même après 4 ans, après le Covid, il y a trop d'entreprises qui n'ont pas de convention de télétravail, mais c'est important. C'est important non seulement pour vous, employeurs, savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez demander, faire revenir éventuellement les travailleurs, mais aussi pour le travailleur, pour qu'il soit conscient qu'il n'a pas seulement des droits, mais qu'il a également des obligations. Et puis, troisième conséquence, c'est aussi important de l'avoir pour des questions d'assurance en matière d'accident de travail. La convention de télétravail est en principe obligatoire légalement, mais en plus vous couvrira si vous avez des accidents de travail en télétravail. Alors, c'est important aussi d'informer le travailleur. Donc, dans la notion de cadrer, c'est important d'informer le travailleur sur les conséquences éventuelles quand il travaille beaucoup depuis l'étranger. Et puis, c'est important de lui rappeler ses limites, les informations à donner et le suivi qu'il doit faire. Donc, à quel moment il dit qu'il est à l'étranger et de quelle manière le fait-il. Donc voilà, en 15 petites minutes, les grands points au niveau de la fiscalité pour les travailleurs de l'étranger, un petit peu plus large. Donc, on a encore quelques minutes pour prendre des questions. J'ai vu que Rita pose une question que chaque période de télétravail à l'étranger doit-elle faire l'objet d'un accord employeur-employé à chaque fois? L'accord cadre ne prévoit pas qu'il faut un accord à chaque fois. Ça peut être un accord de principe pour une période déterminée. Donc, par exemple, vous pourriez dire, on est d'accord pour les 12 prochains mois. À vous de bien savoir à quel moment le travailleur est à l'étranger et à quel moment le travailleur est de retour. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'obligation de le demander à chaque fois et de donner un accord à chaque fois. Heureusement, parce que sinon, ça ferait beaucoup de paperasse. Est-ce que vous avez d'autres questions? On peut le faire soit en question-réponse, soit en commentaire, hein, les deux sont possibles. Alors, on me demande s'il faut obligatoirement remplir le document NSS A1 dans le cadre du télétravail en étranger. En principe, le document A1 est obligatoire pour toute prestation du travailleur à l'étranger. Ce document A1 est un simple document qui atteste que le travailleur est bien soumis à la législation sociale de son pays. Donc oui, en principe, le A1 est nécessaire en cas de télétravail à l'étranger, même si on peut toujours le demander last minute, c'est toujours mieux de partir avec. Et en plus, ce document A1 est valable pour une durée que vous allez fixer. Donc, normalement, il faut l'avoir dans le cadre du télétravail à l'étranger. En tout cas, l'Union européenne n'a pas encore dit qu'il n'était pas obligatoire, donc je conseille toujours de prendre le A1 avec. Encore une dernière question. Avec plaisir, on me dit merci, avec plaisir. Aujourd'hui, Legal PME a revu un peu sa manière de travailler. Comme on veut toujours être accessible aux entreprises, n'hésitez pas à consulter tous nos packs qui sont disponibles sur notre site web. Il y a encore plein d'obligations des entreprises d'ici la fin de l'année, donc n'hésitez pas à regarder toutes vos obligations et à y penser. Vous commencez à nous connaître, donc n'hésitez pas à commander nos livrets et à suivre nos prochains webinaires si vous avez envie. Petit calendrier des prochains mini-webinaires. Le prochain, ce sera au mois de décembre. Ce sera le budget mobilité. Le budget mobilité s'inscrit vraiment dans une responsabilité écologique des entreprises puisqu'il y a de plus en plus de travailleurs qui renoncent à leur véhicule de société. C'est un vrai avantage pour l'employeur, pour le travailleur.
Donc, je vous invite vraiment à le suivre. Vous aurez plein d'infos intéressantes à ce sujet-là. Et puis, en janvier 2024, on refait un petit point sur le RGPD parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup trop d'entreprises qui ne sont pas encore en ordre, mais les sanctions commencent à tomber au niveau de l'autorité de protection des données. Donc, c'est important d'y penser et de se mettre en ordre. Alors, je rappelle que parfois nos sujets changent parce que l'actualité le nécessite et le demande. Et s'il n'y a plus de questions, il me reste à vous souhaiter un très bon appétit et une très belle journée. À bientôt.